Maître Mamadou Ismaïla Konoti, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau, avocat réputé sur le continent africain et surtout dans le domaine du droit des affaires, du droit de l'OHADA. Vous êtes également ancien garde-sceau du Mali et vous êtes aujourd'hui devenu, si je m'exprime ainsi, un activiste politique, puisque vous êtes assez critique sur la situation politique au Mali. Alors, pour lever tout équivoque au début de cet entretien, vous êtes devenu très acerbe, très amer sur le régime actuel, pourtant que vous avez servi. Est-ce qu'il y a un règlement de compte? Est-ce qu'il y a des rancunes? Ou qu'est-ce qui motive aujourd'hui la virulence de Maître Konaté? Aucun instant de règlement de compte. Aucune rancune, aucune rancœur. Vous vous mettez parfaitement à l'aise d'ailleurs. Je ne me suis retrouvé dans l'action politique que parce qu'on a pensé que je pouvais y être. Moi-même, auparavant, jamais. Secondement, je me suis retrouvé là-dedans parce que simplement j'avais une relation amicale, cordiale et même fraternelle vis-à-vis du chef de l'État actuel, que j'ai connu dans des conditions telles que des liens d'amitié se sont installés, des liens de fraternité, et surtout un partage d'un certain nombre d'idéaux liés à la République, liés à l'État, liés au fonctionnement de la patrie. Jeune avocat, j'ai eu l'occasion de recevoir une belle lettre de celui qui était à l'époque le Premier ministre du gouvernement de la République du Mali, sous la présidence du président Alpha Konaré. Et ce Premier ministre m'avait écrit cette gentille lettre, me l'avait fait transmettre, et c'était la première fois que je recevais un écrit d'un responsable politique de ce niveau, signé de sa main et avec le tampon du sceau de la République. C'était à la suite du concours dit d'éloquence que j'avais présenté à Paris et dont j'avais été désigné par le jury qui s'était réuni, lauréat. Et le sujet d'ailleurs, c'était: les constitutions sont-elles faites pour être violées? De cette période-là, jusqu'au moment où le chef de l'État accédait aux fonctions suprêmes, j'ai eu des contacts avec lui, j'ai eu des échanges avec lui, et on s'est liés d'amitié. Sous le couvert de l'intellect, nous nous sommes retrouvés en obédience sur un certain nombre de principes absolus. Avec lui, j'ai partagé l'idée que la République était l'engagement total de tous les citoyens qui avaient un lien de rattachement avec le Mali, cette nation, cette grande patrie. Avec lui, je partageais l'idée que l'État devait être au-dessus de tout, et que l'État était plus fort que tout, et que l'État ne pouvait pas se ramener au niveau d'un individu, d'une famille ou d'une collectivité, quel qu'il soit. J'ai reçu l'appel du Premier ministre Modibo Keïta un jour, me disant au bout du fil que le chef de l'État me nommait garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Mais je n'avais aucun indice parce que simplement, ce chef de l'État qui venait de me nommer par l'intermédiaire du Premier ministre Modibo Keïta m'avait parlé la veille pendant 45 minutes. On a échangé sur tout et sur rien, comme d'habitude. On a parlé de tout et de rien, comme par le passé, sans jamais qu'il ne me fasse part de son intention de me nommer dans le gouvernement. Et moi-même, pour tous ceux qui me connaissaient, je ne m'étais jamais aperçu, même en dormant, que je pouvais avoir un destin ministériel.
Je n'avais pas d'autre possibilité que de répondre, et je répondais positivement. Et vous faites allusion justement à ce que vous appelez les diatribes ou je ne sais quoi vis-à-vis du régime. Ce n'est pas tant vis-à-vis du régime, c'est plutôt vis-à-vis de l'homme, le chef de l'État, que je mets en cause par rapport à cette déviance, que je mets en cause par rapport à cette incapacité d'assumer les responsabilités premières qui sont celles du chef de l'État, que je mets en cause du point de vue de ces variations, que je mets en cause du point de vue de l'éloignement des principes absolus liés à la République, la res publica et l'État, que je mets en cause parce que simplement la gestion d'État n'est pas la gestion d'une personne, n'est pas la gestion d'une collectivité, n'est pas la gestion d'une famille. Et sur l'ensemble de ces points-là, je m'abstiens de faire des critiques personnelles, mais je fais des critiques objectives. Pour dire aujourd'hui que le ministre de la Justice, garde des Sceaux que j'ai été, était dessus. De savoir qu'une fonction aussi importante et aussi régalienne que le ministère de la Justice n'ait pas pu bénéficier du soutien, non pas du gouvernement, mais du chef de l'État qui s'est engagé en 2014 pour lutter contre la corruption. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux que je suis, n'arrive pas à comprendre que le chef de l'État qui prône partout qu'il ne touche pas à la justice, ce qui est vrai, c'est qu'il ne dit pas, il ne fait rien lorsqu'on touche à la justice. Alors, qui touche à la justice si le président ne le touche pas? Bien sûr, vous savez, le chef de l'État, il est au-dessus de tout. Le chef de l'État n'a pas besoin de parler, qu'il a des manitou. Lorsque aujourd'hui, on se donne le droit d'avoir des contacts directs avec des autorités judiciaires par-dessus la tête du ministre de la Justice que je suis, on n'est pas en train d'organiser la justice, on la désorganise. Lorsqu'aujourd'hui on se dit en total accord avec l'indépendance de la justice et que l'on intervient dans le cadre de la nomination de la justice, des autorités de la justice, pour maintenir tel procureur parce que tel procureur est bienveillant sur les affaires personnelles de tel ou tel individu ou de telle ou telle collectivité, on est en train de désorganiser la justice. Lorsqu'on n'est pas regardant du budget qu'il faut mettre dans le cadre de la justice aujourd'hui pour permettre à la justice véritablement d'atteindre sa vitesse de croisière pour que le peuple justice soit exigeant vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis des acteurs de la justice, on n'est pas en train de jouer son rôle de premier magistrat de la République. Vous avez parlé tout à l'heure au passé, où vos rapports étaient chaleureuses, amicales et cordiales. Elles ne le sont plus? Et pourquoi? Elles sont exécrables de mon fait. Et pourquoi? Mais parce que tant qu'à rompre les liens, vaut mieux les rompre totalement. Totalement. Qu'est-ce que vous voulez que je sauve encore? Lorsque, d'une relation amicale, je me suis retrouvé dans un contexte politique à servir l'État et la nation sous la responsabilité et la direction du chef de l'État, avec lequel je n'ai plus aucune perspective, je n'ai plus aucune vue, je n'ai plus aucune concordance. Je romps les amarres, je me mets à l'écart et je conserve ma liberté de ton et de parole dans le respect que je dois aux institutions de la République, mais ce respect ne m'amène pas à me taire. Et j'entends souvent un certain nombre de personnes, oui mais il parle, il a été de ce régime. J'assume 16 mois de gouvernement, j'assume la totalité. Si durant les 16 mois, un acte de ce gouvernement est mis en cause aujourd'hui et que tous les ministres de l'époque, tous les serviteurs de l'État dont je suis, dont j'étais, doivent passer à la guillotine, je serai le premier à poser ma tête justement pour passer à la guillotine. La question de vos responsabilités, nous en reviendrons dans la seconde partie de cet entretien. Pour clore ce sujet, vous venez de louer les qualités de l'homme, sa valeur, son sens élevé du service, mais également le fait aujourd'hui qu'il vous fasse appel sans que vous l'ayez demandé et sans même vous consulter, augure d'une confiance qu'il a placée en vous, en vos qualités. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme, Premier ministre, qui vous adresse cette correspondance d'une haute portée symbolique, et le président Ibrahim Boubacar Keïta qui vous fait appel dans son gouvernement?
Le Premier ministre de l'époque était actif. Sans doute actif parce que mu par l'action. Le chef de l'État s'est assoupi sur des évidences. Vous savez, c'est un peu l'impression du boxeur qui parle tellement fort avant de monter sur le ring et qui, en montant sur le ring, oublie qu'il doit se battre. Et qu'en face, il a quelqu'un qui a envie d'en terminer. Si vous demandez à l'ensemble des Maliens à l'époque, et le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le premier mandat, a été véritablement élu, même si le nombre de Maliens qui ont participé à l'élection, au regard du nombre de Maliens qui lui ont confié leur suffrage, est peu encore dans un contexte de véritable démocratie, il a été élu, il a été bien élu. Deux fois bien élu. Il a été au moins une fois bien élu à mes yeux. Quelles ont été les motivations principales des gens? Comme on le dit, Kandé Tigui, l'homme de l'honneur, l'homme de la dignité. Moi aussi j'y ai cru. Même si je n'étais pas un militant du chef de l'État. Et très franchement, s'il faut être réaliste, et à vrai dire, ni au premier tour, ni au deuxième tour, je n'ai voté pour le chef de l'État. J'ai voté ailleurs. Pour vous dire. Mais ce Kandé Tigui, cet homme de l'honneur et de la dignité, moi, Mamadou Konaté, et bien d'autres comme moi, le recherchons encore. La réalité, c'est que le chef de l'État s'affaiblit, non pas dans le camp des gens qui étaient sceptiques et négatifs vis-à-vis de lui, il s'est affaibli dans son propre camp. Et il continue encore à s'affaiblir et expliquer simplement ses mouvements de foule. Les lendemains de l'élection du chef de l'État ont conduit plus de personnes dans la rue pour lui dire non et le contester que de gens qui ont voté pour lui. C'est quand même un paradoxe.